Louis-Alexandre de Froissart, bonjour et bienvenue sur, BlockX. Louis-Alexandre, tu es, fondateur et gérant de Montaigne Conseil et Patrimoine, dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais dans un premier temps, te présenter, ton parcours rapide et puis ton arrivée dans la blockchain, s'il te plaît? Bonjour Pierre, merci beaucoup de me recevoir sur BlockX, ça fait toujours plaisir. Mon parcours très brièvement, aéronautique, Michelin, Xerox et puis Norwich Union. En 2003, après un troisième cycle de gestion de patrimoine, je me lance à mon compte, je crée Montaigne Patrimoine et Montaigne Conseil. Maintenant, c'est une équipe de 10 personnes. En 2014, je vois arriver un ovni dans la presse qui s'appelle Bitcoin. Ça m'intéresse beaucoup, mais je crois même 2013 et en 2015, quand je lance le cycle de conférences Bordeaux FinTech, dès le départ, je fais intervenir un spécialiste d'abord du Bitcoin et puis après Bitcoin et blockchain. Donc on a vu se succéder, Gonzague Grandval, Adlita Kalbataille, on a vu, Gilles Cadignan, ainsi de suite qui sont venus et blockchain et Bitcoin m'ont intéressé dans le sens où, pour moi, c'est une révolution qui va intervenir dans un nombre de domaines incalculables, à commencer par la finance. Donc, c'est évident que ça influe de toute façon sur nos investissements depuis quelques années. Super. Avant de rentrer dans le vif du sujet sur ce que vous faites avec, Montaigne Conseil et Patrimoine, pour remettre dans le contexte, est-ce que tu pourrais réexpliquer ce qu'est un CIF, un CGP, la différence, s'il te plaît? Alors, les CGP, les conseillers en gestion de patrimoine, c'est quelque chose qui est né dans les années 80 globalement, quand on a commencé à avoir des gens qui sont devenus des conseils indépendants, souvent qui ont quitté des réseaux salariés. Et au départ, c'était des gens qui vendaient soit, qui étaient intermédiaires financiers, soit en termes de comptes titres, c'est-à-dire que les gens pouvaient faire des placements en actions, en obligations dans des comptes titres, ou qui recommandaient des contrats d'assurance vie avec l'explosion des contrats d'assurance vie multi-supports. C'est des contrats d'assurance vie dans lesquels on pouvait mettre des SICAV différentes. Et donc, il y avait une vraie qualité de gestion. En même temps, dans les années 80, fin des années 80, des formations extrêmement pertinentes sont nées à Clermont-Ferrand, à Paris, à Lyon et ailleurs. Jean Aulagnier a été un des pourvoyeurs de ces formations de très grande qualité. Et donc, une profession est née gentiment. Et aujourd'hui, cette profession, elle a été régulée au fur et à mesure. Donc, au départ, c'était souvent des intermédiaires financiers et des courtiers d'assurance. Et peu à peu, les choses se sont structurées avec notamment un gros passage en 2003 avec MIFID, hein, une réglementation MIFID qui a eu une autre version, la MIFID 2, et qui a intégré le conseil en investissement financier. Une profession qui était très orale, qui est devenue très écrite, qui était souvent peu procédurière et qui est devenue donc très cadrée, donc avec un conseil qui doit être délivré d'une certaine manière, avec des process à respecter. Et on peut dire qu'il y a entre 5 et 7 statuts différents pour un conseiller en gestion de patrimoine. Et c'est un titre qui n'est en aucun cas protégé. C'est-à-dire que beaucoup de gens peuvent l'utiliser, qu'ils soient salariés, non salariés, indépendants, non indépendants, qu'ils puissent vendre que de l'immobilier ou autre chose. Beaucoup de gens peuvent utiliser ce terme. C'est pour ça qu'on retrouve des gens qui n'ont quasiment que un mandat sur une carte immobilière et qui vendent de la défisque immobilière qui s'appelle conseil en gestion de patrimoine. Quand nous, de notre côté, on va par exemple faire payer le conseil, puisqu'on va souvent imposer un audit payant à nos clients avant de commencer un accompagnement. Cet audit va nous permettre d'être totalement indépendants, vu que c'est le client qui le paye, dans l'analyse que l'on va faire. Dans les statuts, on peut citer pêle-mêle, donc celui d'agent, enfin, d'avoir la carte de transaction immobilière pour pouvoir donc se prononcer sur l'immobilier. Nous, on en vend peu, mais au moins quand on analyse, on le fait en tant que professionnel de l'immobilier. On a bien sûr le statut de courtier en assurance, euh, qui a été complété par la directive DDA pour la distribution des produits d'assurance. On a le statut d'intermédiaire en opération de banque. Voilà, IOBSP souvent, donc encore un langage assez complexe. On a le statut de CIF, donc de conseil en investissement financier. C'est important parce que le statut de CIF permet de faire du conseil en cryptoactifs, du conseil financier et donc en cryptoactifs. Et puis après, un certain nombre d'entre nous ont ce qu'on appelle aussi la compétence juridique appropriée, qui est la possibilité de délivrer une consultation juridique
en accessoire d'une mission principale. Sachant qu'il ne faut pas oublier qu'une déclaration d'impôt, c'est une consultation juridique qui est normalement dévolue aux avocats ou aux experts comptables. Et typiquement, on ne peut pas faire une déclaration d'impôt sèche, il faut le faire dans le cadre d'un accompagnement global, ce que nous faisons de notre côté. Super, ouais, vous avez aussi internalisé cette compétence pour pouvoir la proposer, à vos clients. Alors justement, on va remettre dans le contexte tout ce que vous proposiez, avant et quelle est votre vision et surtout la tienne, le fil rouge que vous avez avec, le monde des cryptomonnaies, intégré, dans vos offres? Alors, quand on a lancé Montaigne Conseil et Montaigne Patrimoine en 2003, on faisait beaucoup plus d'intermédiation que de conseils, même si dès le départ, on a souhaité, proposer aux clients de faire un audit, payant et initial. Hem, Au fur et à mesure des années, le parti de conseil est devenu de plus en plus importante et aujourd'hui, c'est la majorité de notre chiffre d'affaires. Donc quand on voit un client, on peut lui proposer une stratégie toute classe d'actifs. C'est-à-dire que, on peut accompagner un client à partir du moment où il a un patrimoine arbitrable ou sous conseil supérieur à 1 million, par exemple, de n'être rémunéré que par lui et ce qui nous donne une grande liberté sur là où se trouvent les placements. Ils peuvent rester à la banque pour certains cas, ils peuvent être dans des produits qu'on lui propose, des solutions qu'on lui propose, mais pas forcément. De plus en plus, on va travailler avec des partenaires qui ne nous rémunèrent pas, c'est un gage de liberté. Donc on va proposer du financier sur du court terme, du moyen terme, de l'assurance vie, parce qu'il faut savoir qu'en France, l'assurance vie a un statut particulier, notamment au niveau successoral. On va lui proposer des stratégies immobilières, soit avec des solutions directes que l'on va trouver, soit en l'accompagnant dans une stratégie de construction, d'acquisition et de construction immobilière. On va l'accompagner sur des stratégies de transmission d'entreprise, de pacte du trade, de donation et ainsi de suite. Donc, c'est un accompagnement. On a certains clients que nous suivons depuis plus de 20 ans maintenant. Et, et donc, on n'a pas on se limite pas en termes de classe d'actifs. En 2013, on a fait nos premières opérations de crowdfunding immobilier. Donc, on a continué cette partie-là. De temps en temps, on a des propositions de dette privée. Et comme on est toute classe d'actifs, il est évident qu'on ne peut pas passer à côté du secteur crypto. Ça, c'est évident. Et dès le départ, dès que j'en ai entendu parler, je me suis dit, c'est quelque chose qu'il faut regarder parce qu'un jour, ça va sûrement intégrer nos offres. Ça a mis du temps parce que souvent, il faut le faire soi-même pour pouvoir comprendre les choses. Donc, il a fallu que je fasse moi-même mes premiers achats, mes premières opérations. Et à ce moment-là, quand j'ai compris les contraintes et les dangers, j'ai souhaité aussi le proposer à un certain nombre de clients. Certains y étaient allés seuls en 2017. Je les avais dissuadés parce qu'ils y étaient allés beaucoup trop tard, sur la fin du bull run 2017. Et donc, je me suis dit, pour éviter qu'ils refassent la même bêtise, s'il y a un deuxième bull run, il faut qu'on ait cette compétence. Et donc, cette compétence qu'on a développée en interne euh, pour l'acquisition, la sécurisation, la déclaration, la formation et la transmission des cryptoactifs. OK, c'est très clair. Bah, justement, parmi ton panel, enfin votre panel, avec Montaigne Conseiller Patrimoine, de clients aujourd'hui, est-ce que tu sens que la plupart des gens sont sensibles? Bon, la plupart, j'imagine, ont entendu parler de Bitcoin, mais de là à passer le pas et de se dire, «Oui, je veux avoir un arbitrage, une diversification sur cette nouvelle classe d'actifs». Est-ce que tu sens qu'il y a une volonté de leur part de pouvoir se diversifier avec ça ou ils sont encore assez, réticents, on va dire? Alors, en fait, nous, on leur a proposé, on leur a dit: «On sait faire». C'est-à-dire quand on a lancé l'offre, en 2021, on leur a dit: «Voilà, nous, on sait faire. Si ça vous intéresse, appelez-nous». Et puis quand on a rencontré des gens en client, quand on rencontre de nouveaux clients, on dit: «Voilà, nous, on sait faire ça. Si ça vous intéresse, on est capable de vous mettre en place une stratégie». Et donc souvent, ça c'est le début d'un dialogue, mais en aucun cas, on impose au client de le faire puisque c'est sa totale liberté. Après, à lui de voir comment il veut le faire, sur quel montant et ainsi de suite. On met des limites hautes, hein, c'est-à-dire que, souvent, la plupart du temps, on limite à 2 du patrimoine investi. C'est-à-dire qu'on n'investira pas plus de 2 du patrimoine et sur des gens plus jeunes, on peut aller jusqu'à 5. Donc nous, c'était une proposition, c'est-à-dire qu'on a mis en place une proposition de service et les gens y accèdent ou pas. C'est un élément de différenciation majeur. C'est-à-dire on est venu nous chercher pour qu'on puisse communiquer sur ce sujet-là. Et il faut savoir que pourquoi on a pu mettre cette stratégie en place? Parce que depuis 2014, on s'est posé la question suivante.
on s'est dit: «Si demain les GAFAM proposent des produits financiers, avons-nous encore une raison d'exister?» Et on a passé une journée sur le sujet avec Yannick Rodeau et on a répondu: «Oui». Si quelqu'un a un placement, proposé par Amazon, par exemple, de la dette proposée par Amazon, des dettes privées, il va sûrement nous demander si c'est la bonne fiscalité, si c'est adapté, comment il peut le transmettre à ses enfants, est-ce qu'on a une analyse du risque, est-ce que ci, est-ce que ça? Et donc, comme on avait une raison d'être là-dessus, il fallait qu'on puisse avoir cette raison d'être avec le paiement d'un conseil et non pas le paiement par le produit. Et comme depuis 2015, on a développé cette capacité de proposer n'importe quelle analyse de produit sous forme d'honoraires de conseil, il était très facile de proposer l'acquisition de crypto sous forme d'honoraires de conseil et non pas un produit crypto qui demande d'avoir des commissions, mais simplement une stratégie d'acquisition, de sécurisation, de détention, de formation, ainsi de suite, comme je l'ai expliqué. OK. Pour, un peu catégoriser, on va dire vraiment à la grosse en fonction de la tranche d'âge de vos clients, est-ce que tu sens que les personnes les plus jeunes sont les plus enclins à faire ce pas-là, par rapport aux personnes qui, ont connu des types de placements, plutôt classiques depuis un moment, mais qui sont rémunérés de moins en moins? Comment tu sens un petit peu en fonction de l'âge, Mais cette écoute, appétence? je vais te faire rire, notre client le plus âgé sur les cryptos a 73 ans. Voilà. Et les plus jeunes, veut dire on a des bon, voilà, des plus jeunes. Alors, il est évident que les moins de 30 ans ont une appétence particulière là-dessus. D'ailleurs, on est plutôt allé pas à les freiner, mais à les structurer dans leurs approches et les moins de 30 ans sont quand même très, très demandeurs. Hem et les autres clients, il y a 2 types de comportements. Il y a des gens qui ont toujours été, curieux de ce qui se passe et disent: «Tiens, effectivement, il faut y aller», et ceux qui ont une certaine surface de patrimoine et qui se disent: «Il faut diversifier». Donc, c'est les 2 approches que l'on a, soit parce qu'on est curieux, soit parce qu'on pense que c'est un actif de diversification. Et effectivement, je vais pas te mentir, les clients qui ont plus de 60 ans ne viennent pas nous voir en disant: «Bon alors, votre offre crypto, quand est-ce qu'elle évolue?» Par contre, on a des clients qui nous ont posé clairement la question, des clients qui ont 45, entre 45 et 55 ans, qui nous ont dit: «Alors là, est-ce qu'on en profite pour en remettre un gros paquet?» Voilà, typiquement, par rapport aux événements, actuels. Donc, oui, il y a les grandes tranches d'âge, mais il y a aussi des tranches de patrimoine qui amènent des comportements différents. D'accord. On est d'accord. En passant avec vos prestations de conseil, l'ensemble des fonds reste chez les clients et vous, vous allez offrir, vraiment du conseil en investissement, adapté au profil du client. Donc pas besoin de PSAN en l'occurrence. Voilà, en fait, ça a été un vrai sujet dont on a discuté avec l'AMF dès le départ. Qu'est-ce que nous permet de faire la législation à l'heure actuelle? Et alors, à l'époque, le CIF était suffisant pour faire du conseil en crypto, même si on a démarré une démarche d'agrément, qui, à mon avis, me semble caduque avec ce qui arrive avec l'Europe, avec MiCA. Mais en tout cas, les cryptos, quand elles sont acquises, sont toujours la possession du client temporairement. Elles peuvent être sur, le média qu'ils ont acheté et qu'ils ont utilisé pour les acheter, mais elles ont vocation à être très vite sécurisées, par leur propre custody, puisque l'ensemble de nos clients, dès le démarrage de la prestation, reçoit un cold wallet qui permet d'aller, sécuriser, les différentes cryptos. Donc ce sont eux-mêmes qui possèdent les clés privées. Pour nous, c'est dans la cohérence, de l'arrivée de la crypto. L'ensemble du patrimoine est toujours chez un intermédiaire ou un autre. Là, c'est une manière de posséder soi-même son propre patrimoine. Aujourd'hui, quelques cryptos triés sur le volet, mais demain, on pense que les NFT iront irriguer le marché sur plein comment dire? Plein de secteurs particuliers, et on va pas faire collectionner des singes ou des cypherpunks ou des punks par nos clients. Mais par contre, on pense que les NFT vont arriver sûrement sur les années 2023-2024 avec des applications qu'on n'imagine pas encore tout à fait aujourd'hui. Ouais, ah non, c'est clair. Alors je fais un petit peu le parallèle moi par rapport à des entreprises de dynamisation d'épargne type, Ambrosia et Cryptech pour les citer puisqu'ils sont passés sur BlockX, où là en l'occurrence, eux vont recevoir les fonds des clients et vont proposer
de l'épargne annualisée, dont les intérêts vont être versés tous les jours autour de, entre 5 et 5,5, parce que je pense qu'il y a les 2 choses. Tout le monde n'a pas vocation à vouloir, en l'occurrence, sécuriser ses fonds avec sa clé. Je pense que c'est extrêmement important, surtout, bah, aujourd'hui, d'être sa propre banque, mais ça implique aussi de nouvelles responsabilités. Heu, Parce que là, en l'occurrence, avec ce type de prestataire, on sait globalement, alors il se réserve le droit évidemment d'ajuster cette rentabilité-là. Vous, aujourd'hui, petite parenthèse, effectivement, eux sont sur du stablecoin, principalement sur la DeFi. Vous, aujourd'hui, comment vous pour regarder un petit peu ce qu'il y a sous le capot, quelle est Mmh. votre vision un petit peu du marché? Est-ce que vous êtes plus sur du stable? Est-ce que vous il y a du Bitcoin? Est-ce qu'il y a de l'Ethereum? Comment vous proposez ça à vos clients? Nous, notre prestation, c'est vraiment une prestation où on demande au client de progresser dans sa connaissance et notre rôle, c'est, de faire acquérir au client, en même temps que ses premières cryptos, les compétences qui vont avec. Donc c'est pour ça qu'on a tenu à, dès le départ, hem, imposer un cold wallet. Ça a été le départ. Donc en fait, aujourd'hui, c'est d'abord, l'adoption de crypto, qui nous semble plus importante que la recherche de rendement, puisqu'on est sur un actif de diversification. Donc, on est demi-maximaliste, c'est-à-dire que nous, on dit qu'il faut minimum 50 de bitcoin dans le portefeuille. Voilà, c'est notre version. On dit si on aller sur les cryptos sans acheter de bitcoin, ça veut dire qu'on est enfin, on est à moitié aveugle. On ne voit pas que c'est quand même la base. Donc la base, c'est 50 de bitcoin. Ensuite, on a Ethereum qui nous semble difficile à éviter. Et puis, en période, quand on a un peu moins d'incertitude, on va diversifier sur d'autres types d'actifs, puisqu'on a des gens qui ont des souhaits d'investir sur les infrastructures. Et pour nous, les infrastructures sont de différents types. Ça peut être Binance, puisqu'on avait quelques clients qui ont investi sur le jeton BNB. Toujours pareil, hein, on est dans la partie diversification qui fait 20 à 30 du portefeuille maximum. On a quelques jetons, des gens qui souhaitent, demain investir sur tout ce qui concerne le métavers ou l'univers du gaming. Donc là, c'est vraiment des jetons qui correspondent typiquement, au ceci. Exemple pour les métavers, investir sur le jeton de Sandbox. Même si aujourd'hui, il faut quand même être prudent puisque, un certain nombre d'écosystèmes, voyant la valeur de leur token baisser fortement, peuvent avoir des soucis heu, d'existence, tout simplement, hein. Puisque si, j'ai un jeton qui est basé, sur l'essentiel, de ma ce qui, représente l'essentiel de la richesse de mon écosystème, quand la valeur de celui-ci, descend, bah, j'ai plus grand chose. Donc là, aujourd'hui, on est plutôt un peu prudent sur ces aspects-là, on y reviendra. Et puis, concernant le rendement, pour nous, on est rendement si on fait du rendement, si on devient acteur. Et là encore, j'ai imposé à l'ensemble des solutions de rendement qu'elles puissent être faites avec les cryptos détenus sur les cold wallets. Donc, on a aujourd'hui des clients qui ont acquis des Ethers pour être à 32 Ethers et pouvoir devenir validateurs. Là encore, avec la contrainte que les cryptos soient sur le cold wallet. Et puis, on a aussi travaillé un peu avec Tezos aussi. Et là, de la manière, on a des clients qui sont bakers ou qui font du delegated proof of stake, donc qui délèguent. Mais là encore, directement, c'est-à-dire que ce que je montre au client sur son application Ledger, quand c'est Ledger qui est choisi, ben, c'est qu'il voit que toutes les semaines, il récupère des thèses régulièrement qui sont les rendements qu'il peut avoir sur cet actif. Voilà. Et nous, on est rémunéré sur quoi? On est rémunéré sur l'encours sous gestion, entre guillemets, sous conseil, l'encours sous conseil, de manière dégressive, et puis sur le rendement, là encore, de manière dégressive. Tout est totalement transparent, puisque le client voit ça, c'est monitoré de manière totalement transparente, et c'est ce que voit le client. Donc, majoritairement, c'est l'acquisition, et puis, peu à peu, le rendement, mais le rendement parce qu'on est devenu acteur d'un écosystème. D'accord, ouais, parce que, bon, déjà, la 1re étape de sécurisation via un cold wallet, c'est pas donné à n'importe qui, surtout pour quelqu'un qui est pas forcément commun avec cet écosystème-là, de faire ce pas-là. Après, demain, si les fonds ne sont justement pas chez vous, ou vous allez pouvoir optimiser à travers des arbitrages que vous allez faire en interne, c'est plus compliqué pour eux d'aller utiliser, au quotidien, par exemple, la DeFi.
Oui, Moi, alors je au quotidien, oui, oui, on est d'accord qu'aller utiliser au quotidien la DeFi, c'est plus compliqué. Il y a des gens qui font ça très bien. Nous, clairement, ce n'est pas notre proposition de service aujourd'hui, mais il faut savoir on est ouvert. Soit on identifiera des acteurs qui sont assez solides pour qu'on puisse le faire avec eux, puisqu'on puisse donner ce conseil à nos clients, soit on n'aura pas ce qu'on souhaite, et à ce moment-là, on fera seul ou avec quelqu'un d'autre quelque chose qui correspond à ce qu'on souhaite. Sachant que pour nous, de toute façon, on va toujours imposer euh, cette question de sécurisation et de détention. J'ai discuté avec des acteurs majeurs qui m'ont dit, Louis, sur les 32 Ethers, je ne peux pas te faire une solution où tes clients ont la custody sur leur cold wallet. J'ai dit, c'est pas grave, mais si un jour tu développes, eh ben, je serais très heureux de t'intégrer avec l'offre. Voilà, donc on connaît quand même beaucoup, beaucoup d'acteurs. Et aujourd'hui, on ne ferme pas définitivement la porte, mais aujourd'hui, on fait ce qu'on pense maîtriser. Et demain, peut-être qu'on collaborera sur d'autres sujets concernant la DeFi, mais aujourd'hui, ça ne correspond pas au niveau de sécurité que l'on souhaite. On souhaite voir comment ça se passe ailleurs dans les mois qui viennent. Et à ce moment-là, on prendra notre décision. Jusqu'à maintenant, notre prudence nous a bien servi. Oui, bah, parce qu'effectivement, il y a aussi cette histoire de timing qui est vachement importante. Quand on est sur voilà, les plateformes dont j'ai parlé avant, qui vont être sur du stable et utiliser la DeFi pour dynamiser leur rendement, bon, normalement, c'est quand même censé être adossé à de l'euro ou du dollar, hein, principalement du dollar. Euh, Vous, j'imagine que vous n'avez pas le même discours aujourd'hui sur la rentrée, par exemple, sur l'investissement et l'achat de Bitcoin et d'Ethereum aujourd'hui, qu'il y a 6, 7, 8 mois quand les cours étaient beaucoup plus hauts. Donc l'histoire de timing est vachement importante quand même. Ouais. Alors en fait, il y a deux points dans cette question. Il y a le premier point concernant les cours en eux-mêmes. Il est évident quand on a lancé les offres et qu'on était sur des montants, on était sur des niveaux de cours entre 30 000 et 50 000, 60 000 dollars, on n'a jamais demandé à nos clients d'investir massivement. Donc en fonction de leur disponibilité, il y en a qui ont pu investir, mais quand quelqu'un a un patrimoine de 25 ou 30 millions et qui fait une application pour avoir 30 000 euros de Bitcoin, c'est pas délirant et on peut très bien toujours faire des moyennes à la baisse par la suite. Voilà. Bon, parce que les clients qui, quand c'était à 30 000 dollars, voulaient absolument leur Bitcoin, aujourd'hui peuvent en acheter un deuxième pour moitié prix, ça sera très bien. Et du coup, ils vont faire des moyennes à la baisse. La plupart de ce que l'on a mis en place, ce sont des achats quotidiens ou hebdomadaires. Alors, on a demandé à nos clients de mettre en place une stratégie d'achat qui était très simple, qui est de dire quel est votre objectif de détention. 25 000, 50 000. Bon, alors si c'est 50 000, votre objectif de détention, il faut que à fin 2024, vous ayez investi ces 50 000. Et on va se mettre en œuvre pour que, à fin 2024, début 2025, vous ayez atteint ce montant-là. Et on va investir de manière régulière par rapport à ça. Pourquoi? Parce que nous, on pense que le halving et les cours autour du halving, comme Bitcoin est un driver du marché, on pense qu'on va de nouveau avoir un bull market. On verra si on a raison ou tort, mais en tout cas, on ne veut pas que les gens soient au-delà du montant qu'ils ont décidé d'investir avant cette période-là. Comme ça va nous permettre de mettre en place la stratégie de manière régulière sur l'acquisition. Et donc, on sait très bien qu'on est en ce moment en hiver market. Moi, c'est mon deuxième, j'avais vécu une petite partie de l'autre, mais c'est mon deuxième bear market. Donc, voilà, je suis pas inquiet en tant que tel et je regarde les choses et je vois plutôt les choses à titre d'opportunité, puisque moi-même, j'investis aussi en même temps que mes clients. Après, il y a un élément sur les rendements. Quand on avait 0% de rendement sur les actifs sans risque, on allait chercher de différentes manières du risque. Aujourd'hui, c'est totalement différent. Moi, je peux vous trouver des très belles obligations à 2 ans qui vont faire de 5% par an. Pour quel pourcentage de risque supplémentaire je vais prendre, je vais aller chercher 100 points de base, 200 points de base supplémentaires. Si aller sur des stratégies de stablecoin pour aller attraper 200 points de base, c'est-à-dire passer de 5% à 7% par rapport à une obligation de Teva, qui est le leader mondial des produits pharmaceutiques, enfin des génériques pharmaceutiques qui me donnent sur 23 mois quasiment 5% par an, sincèrement, je ne suis pas prêt à prendre un risque pour aller attraper ce différentiel de performance. C'est notre choix, mais c'est aussi notre capacité d'aller chercher toute classe d'actifs. Donc moi, demain, pour aller faire un rendement sur stable à 10-12% avec un bon niveau de sécurité, pourquoi pas?
Mais aller chercher 6 à 7 de rendement quand je sais ce que je peux faire comme rendement ailleurs, ben, c'est pas sûr. Voilà. Par contre, ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai investi sur Realty parce que cette manière d'investir m'interroge beaucoup. On a commencé aussi à investir sur de l'or, sur des jetons en or physique, parce que là aussi, je trouve que c'est une manière de détenir qui est très intéressante. On ne l'a pas encore proposé à nos clients, mais on ne tardera pas à le faire. OK, super. Pour la dernière partie de l'interview, c'est plutôt un rebondissement sur ce qu'il se passe dans l'actualité d'aujourd'hui, hein, on va dire en l'occurrence avec FTX. Qu'est-ce que tu penses vont être les enjeux, majeurs, à travers cette période, voilà, où il y a eu quand même beaucoup d'excès, de choses qui se sont passées? Comment tu vois les choses? Alors évidemment, avec, des hypothèses, des probabilités, tu as pas de boule de cristal, mais comment tu vois les choses sur les 2 prochaines années, sur les tendances qui vont se mettre en place, sur les enjeux majeurs qui vont arriver? En fait, il y a une chose qui me rassure, c'est dur de dire ça, mais il me rassure parce que j'ai vu des envolées, enfin, dans le DeFi Summer de 2020 et puis la suite de 2021. J'ai vu des choses qui, moi, me mettaient un peu mal à l'aise et je me demandais si j'étais pas totalement largué par tout ce qui se passait et qu'il y avait des choses qui étaient totalement. C'était moi qui étais quand même complètement en dehors de ce monde-là. Et puis finalement, malheureusement, hein, malheureusement, euh, ça me rassure un peu ce qui se passe, puisqu'il y avait des excès dont on ne voyait pas forcément les origines. Et on voit aujourd'hui qu'est-ce qui se passe. Alors, Celsius et FTX ont quand même un point commun, c'est qu'on a. Non, Luna et FTX ont un point commun, c'est qu'on a des dirigeants qui sont des gens qui sont à minimum malhonnêtes, à maxima des gens très, très tordus ou qui ont un point commun avec Bernard Madoff, qui se foutent complètement de leur prochain, contrairement à leur message. Et donc, comme pour Celsius, FTX, on va en voir les effets, non pas tout de suite, on est en plein dedans, mais ce n'est pas terminé. C'est-à-dire qu'il y aura d'autres problèmes qui vont apparaître puisque les conséquences sont en train d'arriver peu à peu. Il est évident que si on a Genesis qui tombe à terre, il y aura de toute façon encore un séisme complémentaire. Et donc, on le retrouvera sur les cours. Donc ça, c'est sûr que il y a des conséquences qui ne sont pas terminées, qui se retrouveront sur les cours. Voilà. Par contre, il y a un point qui me agace particulièrement, c'est que c'est l'occasion pour un certain nombre de gens, de détracteurs de cet écosystème, d'aller taper sur Bitcoin. Et sincèrement, je suis désolé, effectivement, il y a un lien sur la variation du cours des actifs, mais dire parce que FTX a échoué et parce que c'est à la tête de deux grands malades, notamment, il y avait quand même la dirigeante de la MEDA qui dit quand même que la vie sans ecstasy, c'est quand même beaucoup plus triste. Eh bien, il faut savoir que Bitcoin et FTX n'ont strictement rien à voir. Donc aujourd'hui, continuer d'investir dans Bitcoin est une stratégie sage et pour moi, ça ne remet pas en question cette stratégie d'investissement régulier. Hein, pas de mettre un gros paquet, mais d'investissement régulier, idéalement quotidien. Ensuite, il va y avoir des éléments de régulation. La régulation, elle intervient très souvent suite à des problèmes. La régulation aujourd'hui sur les cryptos, elle sera faite à l'initiative du secteur bancaire. Or, les cryptos sont clairement un concurrent potentiel pour le secteur bancaire. Donc, je suis un peu, comment dire, pas inquiet, mais je me pose beaucoup de questions sur comment cette réglementation va être mise en place, puisqu'elle ne tardera pas à être mise en place. Elle aura des bons côtés, puisqu'on saura exactement comment se positionner vis-à-vis de la réglementation. On espère tout simplement que ça nous laissera quand même un terrain de jeu suffisant pour continuer à acquérir des cryptos, à permettre aux clients d'avoir un actif différenciant et surtout qu'on puisse vivre cette révolution extraordinaire que j'attends avec les NFT. Et on aura des applications de toute façon dans nos portefeuilles assez rapidement. Ouais, c'est clair, mais j'espère que la régulation, qui sera quand même nécessaire, permettra un terrain de jeu, voilà, différent pour ceux qui le souhaitent, comme tout n'a pas vocation à être entièrement décentralisé. Je pense qu'il y a rien de tout blanc, il y a rien de tout noir et il faut des offres pour tout le monde. J'espère que la régulation permettra aussi un petit peu tout ça pour que chacun puisse se sentir à l'aise avec, ce qu'il souhaite, faire. Je te remercie pour ton temps, Louis-Alexandre, et pour ce partage. Je vais mettre en description les liens pour ceux qui veulent aller plus loin avec Montaigne Conseil et Patrimoine. Et du coup, je te souhaite une bonne journée.
Merci beaucoup Pierre, c'était passionnant. Merci pour ton écoute et tes questions et puis, longue vie à BlockX et à tous ces projets. Je te dis à très bientôt. Au revoir Pierre et au revoir à tout le monde.